Mon fils et sa femme m'ont jeté à travers une porte vitrée. La vitre s'est brisée. J'étais. Saignement. Ils ont appelé ça un accident. J'étais assis, seul, dans cette cuisine froide, à réfléchir. Peut-être que je ne valais vraiment rien maintenant que je n'avais plus de salaire. Mais ce qu'ils n'ont jamais su, c'est que j'avais discrètement hérité de 21 dollars. Millions. Ils pensaient que je n'avais plus rien. Que feront-ils quand ils réaliseront que pourraient acheter et vendre tout ce qu'ils possèdent en espèces? Je ne m'attendais pas à voir mon propre. Du sang sur le sol de la cuisine. Pas chez mon fils. Pas à 71 ans. C'est arrivé un mardi. La neige venait de commencer à tomber dehors, molle et stable, comme le silence avant que quelque chose ne se brise. Bradley et Juliana avaient été. J'étais tendue toute la matinée. Je me suis faite petite, comme le font parfois les femmes plus âgées. Ils sentent que leur présence n'est plus la bienvenue. Juliana se tenait au comptoir. Les bras croisés. Sa voix était plus aiguë que d'habitude. Tu tiens toujours le. C'est un acte, n'est-ce pas? Elle n'eut pas besoin d'élever la voix, son ton était tranchant. Assez. Je l'ai regardé, puis Bradley. Il n'a pas croisé mon regard. Il se tenait là, jouant avec son téléphone comme si cette conversation ne le concernait pas. Mais c'est arrivé. Nous étions tous concernés. La maison portait encore mon nom et il. Je n'ai pas aimé ça. Je savais qu'ils avaient planifié quelque chose. Chuchotement, disparu. Courrier, tiroir verrouillé, mais j'étais resté silencieux. J'ai dit calmement que je n'étais pas prêt à signer quoi que ce soit, que peut-être nous pourrions nous asseoir plus tard et en discuter. Peut-être. Après le dîner, Juliana n'attendit pas. Elle fit 2 pas en avant et désigna le fond. Porte. Elle a dit que j'avais besoin d'air frais, que j'étais émotif, que c'était. Il valait mieux que je sorte. Sa main agrippa mon bras, pas trop fort. D'abord, mais fermement. Puis quelque chose a changé. Bradley, toujours silencieux, s'approcha d'elle. Je me souviens de sa main effleurant la mienne comme. Il voulait m'aider à marcher. Je me souviens de la crispation dans sa mâchoire. La seconde suivante. Tombait. Mon dos a heurté la vitre. Il y a eu un craquement sec et fort. Puis tout s'est effondré. J'ai atterri dehors, à moitié dans la neige, à moitié en morceaux. Le froid m'a mordu les bras. L'odeur de sang mêlé à l'amertume du pain et de l'hiver. Un instant, j'ai pensé. Je ne me relèverai peut-être jamais. Mais je l'ai fait. Je l'ai toujours fait. De l'intérieur, Juliana a crié que c'était un accident, que j'avais perdu l'équilibre. Qu'ils essayaient d'aider. Mais ils n'ont pas ouvert la porte. Ils ne sont pas venus. Pour vérifier, même pas Bradley. Je me suis levée. Ma main saignait. Mon manteau était déchiré. La neige trempait mes chaussures. Et pourtant, je ne ressentais qu'un calme absolu. Un choc, pas de douleur, juste du calme. Comme si quelque chose en moi s'était remis en marche. En place. Je me suis détournée et j'ai marché dans l'allée. Pas un seul mot. Ce n'était pas la première fois qu'il me donnait l'impression de ne pas être à ma place, mais c'était la première fois que je le voyais clairement. Il voulait. Je suis partie. Ils avaient des projets pour cette maison. Et à leurs yeux, je n'étais plus là. Sa mère qui l'a élevée. J'étais un obstacle, une signature, un retard. Je ne suis pas allée à l'hôpital. Je suis allée au restaurant sur Fourth et Maple. Je me suis assis au box du fond et j'ai commandé un café avec crème supplémentaire. La serveuse n'a pas bronché en voyant le sang. Elle a juste tendu une serviette en papier et m'a dit « Doucement, prends ton temps ». Et je l'ai fait. Ce soir-là, la neige continuait de tomber. J'ai réservé une voiture de location et je me suis installée dans un motel. Mes mains. J'avais toujours mal au cœur, mais mon esprit était plus vif qu'il ne l'avait été depuis des années. Je savais que je devais agir prudemment, silencieusement. Je n'allais pas crier, supplier ou jouer la victime. J'étais
J'allais faire ce que j'avais toujours fait de mieux, observer, réfléchir, bouger. Ils pensaient que j'étais faible. Ils pensaient que j'étais fini. Mais ils ont oublié qui a construit cette vie dans le première place. Ils ont oublié qui s'est assuré qu'il n'ait jamais faim, qui a financé leur prêt étudiant, qui a co-signé leur hypothèque. Ils ont oublié. Mais pas moi. Si vous écoutez encore, merci d'avoir être ici. Certaines histoires ne commencent pas par un sourire ou une célébration. Certaines commencent par des éclats de verre et le silence qui suit. Mais le silence, une fois choisi, peut être puissant, et le mien ne faisait que commencer. Serais-tu parti ou serais-tu resté? Dis-le-moi doucement dans ton cœur, car la partie suivante, c'est quand tout a commencé à changer. Je suis resté au motel pendant 3 nuits. C'était le genre d'endroit où les draps étaient toujours froids et où le ventilateur de plafond faisait un léger tic-tac comme une vieille horloge. Le temps pressait. Mais c'était calme et personne ne posait de questions. J'avais besoin. Plus silencieux que nécessaire. Le lendemain de l'incident du verre. Je me suis levé tôt. Ma main avait un peu enflé, mais j'ai nettoyé la plaie et je l'ai encore emballée. Je me suis fait une liste. Juste 4 choses. Simples, mesurables. Choses que je pouvais contrôler. En haut de la liste se trouvait un mot. Preuve. J'ai toujours fait confiance à mon instinct. J'ai passé des décennies à lire les gens. Salle de réunion et salle de médiation. Désamorcer les conflits avec rien de plus qu'une voix calme et le bon choix. Des mots. Mais ce n'était pas du travail. C'était ma vie, mon fils, ma maison. Je les ligne. C'était estompé lentement au fil du temps jusqu'à ce que je ne puisse plus dire si je vivais avec ma famille ou parmi des gens qui attendaient que je partir. Je me suis souvenu de quelque chose qui s'était passé quelques mois plus tôt. Un après-midi tranquille où Juliana. J'ai emmené les enfants chez sa mère et j'ai eu la maison pour moi tout seul. J'avais installé une petite caméra à l'époque. Rien d'extraordinaire. Juste une sauvegarde. Il était caché dans un coin de la bibliothèque, déguisé en petite chouette en céramique. Je n'en ai parlé à personne. Je n'aurais jamais cru en avoir besoin. Mais après ce moment, devant la porte, je savais. J'ai appelé l'amie qui m'a aidé à l'installer, Maya, une ancienne collègue du réseau hospitalier. Elle travaillait dans la conformité et la sécurité informatique, aussi pointue que attaque, et ne posait jamais de questions inutiles. En quelques heures, elle s'est rétablie. J'ai enregistré la vidéo et je l'ai envoyée sur mon disque dur. Je l'ai regardée une fois, une seule fois. Les mains de Bradley, la voix de Juliana, l'angle, le bruit de mon corps frappant le verre, la brutalité de la rupture, puis le silence. Impossible de le nier désormais. Ce n'était pas seulement une blessure. Ce n'était pas un malentendu. C'était une agression, et il l'avait dissimulée. Avec un silence et une fausse inquiétude. Tout en regardant la maison que j'avais payée. Il y a 27 ans, j'ai appelé une avocate le lendemain. Elle s'appelait Nadine, une femme. La cinquantaine, avec une voix de pierre et d'acier. Elle n'a pas demandé. Pour le drame. Elle a demandé des documents. Je lui ai tout donné. Pendant qu'elle commençait. Après avoir rédigé un dossier pour maltraitance des personnes âgées et contrainte à la propriété, j'ai commencé à mettre le reste de mes plans à exécution. J'ai visité. La banque s'est retirée discrètement, suffisamment pour faire avancer les choses rapidement, mais pas assez bruyamment pour soulever des drapeaux. La plupart de mes fonds étaient intacts, toujours liés à des obligations municipales, à un bien immobilier privé. Fiducie successorale et un compte séparé lié à un fonds fiduciaire laissé par un ancien client. 21 millions au total. Cela avait pris des années. Mais c'était à moi. Je n'en avais jamais parlé à Bradley. Il supposait que ma retraite venait d'une modeste pension, que je vivais de la sécurité sociale et des reliquats du compte de son père. Cette hypothèse l'a empêché. À l'aise dans ses droits. Et Juliana,
Elle n'aurait jamais imaginé que je pourrais être plus que ce à quoi je ressemblais. Cheveux gris, pull doux, matin calme. Facile à ignorer. Mais j'avais construit quelque chose qu'il n'avait jamais pris la peine de voir. J'ai loué un appartement à court terme en ville sous un autre nom. Un simple bail au mois, sans fioriture, sans bruit. Je n'avais pas besoin de vue. J'avais besoin d'espace pour réfléchir. La première chose que j'ai placée. Sur le comptoir se trouvait un dossier. À l'intérieur se trouvaient les images, une copie imprimée du acte de propriété, mon testament biologique et le premier projet de plainte de Nadine. Puis je me suis assis, j'ai respiré et, pour la première fois depuis des années, je me suis laissé aller. Je ressens tout. La trahison, l'humiliation, la douleur profonde d'être vu. Comme jetable par ceux-là même à qui j'ai tout donné. Mais sous la douleur, quelque chose d'autre avait commencé à fleurir. Une résolution silencieuse. Non pas de punir, ni de détruire, mais de récupérer. Pas seulement mon nom sur le papier, pas seulement ma maison, mais mon espace, ma dignité, ma place dans le monde. Et je savais que ce n'était que le début. Je me suis réveillée. Le matin avant le lever du soleil, non pas par agitation, mais par clarté. Le calme de mon nouvel appartement était étrangement réconfortant. Le bourdonnement du chauffage, le faible bruit de la circulation d'un véhicule voisin. Route, le bruit creux de mes pantoufles sur le sol de la cuisine. J'ai fait bouillir de l'eau pour le thé et je suis restée debout. Le devant du dossier que j'avais posé sur le comptoir la veille. C'était un simple dossier noir, rien de spécial, mais il avait du poids. À l'intérieur se trouvaient 3 documents. Le premier. Il y avait une copie imprimée de l'acte de propriété. Mon nom y était toujours, clair comme de l'eau de roche. Pas de copropriété, pas de signature de transfert. J'avais attendu avant de signer quoi que ce soit pendant années, ressentant toujours une petite pression dans mon ventre qui me disait « Attends ». Ce poids avait m'a sauvé. Le deuxième était un registre de mes avoirs financiers, non pas par fierté, mais pour fait. La majeure partie de l'argent était arrivée au fil des décennies grâce à des investissements discrets. Dans les logements de soins de longue durée, les systèmes hospitaliers et les centres de bien-être dans 3 États. D'anciens clients m'avaient laissé des morceaux dans leur testament, leur fiducie ou simplement par simple gratitude. Je n'ai jamais beaucoup dépensé. Je n'en ai jamais eu besoin. J'en avais assez. Le troisième était la vidéo de sécurité, une image fixe imprimée sur la page de couverture. Mon visage, mes mains en l'air, l'instant avant la chute. J'ai refermé le dossier doucement. Aujourd'hui, je commencerai à remplir les papiers officiels avec Nadine. Mais avant cela, j'avais besoin de regarder en arrière une dernière fois. J'ai sorti un vieux carnet de mon sac, celui avec une couverture en tissu vert, au bord usé et mou. J'avais utilisé pour noter des choses au fil des ans. Des conversations, des rendez-vous, des notes de l'époque où j'ai commencé à ressentir. Comme si quelque chose clochait. Ce ne sont pas les grands moments qui ont construit l'image globale. C'étaient les petits, comme la fois où j'ai remarqué que le courrier était trié avant. Atteint la table de la cuisine, ou comment Bradley a insisté pour gérer lui-même les factures de service public, même si j'avais toujours les à payer. Les questions que Juliana a posées, décontractées mais calculées, sur qui hériter de la maison ou si j'avais mis à jour mon testament. Et puis il y avait les papiers que je n'ai plus jamais revu mes relevés de sécurité sociale, l'enveloppe de la banque. Je me souviens qu'un jour, j'ai demandé si ma carte Medicare était arrivée, et Juliana m'a fait signe de ne pas la recevoir, en disant qu'elle l'avait mise. Un endroit sûr. Je ne l'ai jamais trouvée. Seule dans la cuisine de cet appartement tranquille. J'ai réalisé que ce que je ressentais n'était pas de la paranoïa, mais plutôt de la préparation. Il n'attendait pas ma mort. Il préparait ma disparition. Tranquillement, sans chichi, sans poser de questions. J'ai pris une longue gorgée de thé et j'ai regardé dehors. La fenêtre. La neige était revenue,
fine et régulière, recouvrant les toits comme de la poussière sur des étagères oubliées. Après le petit déjeuner, je me suis habillée avec soin. Non pas par vanité, mais par intention. Pantalon gris, col roulé noir, laine. Manteau. Le même manteau que je portais lorsque j'ai signé mon premier contrat de direction à l'hôpital en 1984. Ce manteau avait été vu dans plus de salles de conseil que la plupart des associés juniors. J'ai emporté le dossier. Le bureau de Nadine à 10 heures précises. Son assistante, une jeune femme vive avec cheveux courts et phrases courtes, m'a conduit dans une pièce avec des étagères remplies de classeurs juridiques et de citations encadrées. Nadine était assise derrière un bureau propre, pas de désordre, pas de photos, seulement un stylo et un bloc-notes jaune. Elle n'a pas proposé de bavarder. Elle n'en avait pas besoin. Elle ouvrit le dossier, feuilleta chaque page et hocha la tête. Il lui fallut moins de. Elle m'a donné 30 minutes pour confirmer ce que je savais déjà. J'avais une affaire. Non seulement pour agression, mais aussi pour manipulation financière, coercition et agression volontaire. Négligence envers une personne âgée dépendante. Le Colorado avait des lois claires sur la maltraitance des personnes âgées. Et Nadine avait déjà travaillé avec des juges dans des affaires comme celle-ci. Discrètement. Sans médias, mais fermement. Je lui ai demandé de tout garder sous scellé. Pas encore de documents publics. Je ne cherchais pas les gros titres. Je voulais une résolution. Elle accepta. Nous avancerions lentement, mais consciemment. À midi, j'avais signé l'acte préliminaire. Déclaration sous serment. À 15 heures, des copies des images avaient été récupérées à 2 endroits. Et au coucher du soleil, j'étais de retour à l'appartement, assis sur la même chaise près de la fenêtre, le dossier maintenant plus fin, mais plus lourd en termes d'impact. Il faudrait encore des semaines avant que des accusations soient portées, peut-être plus longtemps avant que date d'audience, mais la requête avait commencé. Et une fois qu'une chose pareille commence, je roule, c'est irréversible. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Mon corps. Des douleurs abdominales chroniques à des endroits où elles n'étaient pas présentes auparavant. Ma main tremblait encore légèrement à cause de la blessure, mais je ne me sentais plus petite, oubliée ou invisible. Je savais que les gens que j'avais élevés ne me voyaient plus clairement. Ils voyaient ce qu'ils. Je pensais que je représentais. Obstacle. Retard de responsabilité. Mais ils ne savaient pas tout. Ils ignoraient que les fonds avaient déjà été transférés vers une société holding distincte. Que la fiducie avait été mise à jour, supprimant tous les héritiers jusqu'à nouvel ordre. Que le titre de propriété de la maison était non seulement toujours à mon nom, mais désormais protégé légalement par une fiducie révocable. Et la plupart. Surtout, ils ne savaient pas que la femme qu'ils essayaient d'effacer avait déjà écrit le chapitre suivant sans eux. Il leur faudrait des semaines avant de remarquer une disparition. Mais le silence que je laissais derrière moi allait s'amplifier. Plus fort avec le temps. 3 jours après avoir quitté le bureau de Nadine, j'ai reçu un appel discret juste après 8 heures du matin. Sa voix était même calme. Les documents ont été déposés. La plainte a été officiellement enregistrée au tribunal. Elle m'a dit de ne pas m'attendre à rien de dramatique au début. Ces choses prennent du temps, mais ça avait commencé. Je n'ai pas beaucoup parlé. Le téléphone, juste un petit merci. Puis j'ai raccroché et me suis retrouvée au milieu de ma petite cuisine, laissant le silence parler plus fort que les mots. Cet après-midi-là, je me suis rendue dans une centre postal privé en périphérie de la ville. J'ai remis une enveloppe précachée contenant 3 articles imprimés. À l'intérieur, une copie de la plainte, une lettre de l'avocat demandant le retour de tous les documents déposés et un avis de contact restreint, en vigueur. Immédiatement. L'adresse sur l'enveloppe était celle de Bradley et Juliana. Je ne me suis pas attardée. Je n'ai pas regardé en arrière. Quand je suis rentrée à mon appartement, la neige avait recommencé à tomber, plus abondante cette fois. Le genre de neige qui
Appuie sur tout, rend le monde plus silencieux, comme un couvercle sur une casserole lentement. La pression montait. Je m'assis près de la fenêtre et ouvris mon carnet. Revenant à des pages plus anciennes. Entrée. J'ai vu comment j'avais l'habitude d'écrire des choses qui me semblaient trop petites pour avoir de l'importance. Mais maintenant, ils se lisent comme un modèle, une stratégie. Juliana avait un jour signé par accident pour mes relevés médicaux. C'était il y a 4 mois. Bradley avait proposé de mettre à jour les informations sur la taxe foncière en ligne pour moi. C'était l'hiver dernier. Ils avaient essayé de me proposer un nouveau forfait, et m'avaient dit. Cela me ferait économiser de l'argent. Au lieu de cela, j'ai perdu l'accès à mon application bancaire pendant 2 semaines. Tout était subtil, tout était calculé. J'ai fait une nouvelle liste ce jour-là, pas de ce que j'avais perdu, mais j'avais encore le contrôle total sur ce qui m'était arrivé. L'acte, la fiducie. Les images, la loi, et surtout, moi-même. Le lendemain matin. Nadine m'a envoyé un courriel pour me faire part des dernières nouvelles. Le tribunal avait émis un avis préliminaire. Date. Rien de public, aucune arrestation. Mais si les choses continuaient comme prévu, les images seraient utilisées comme preuve directe et une ordonnance restrictive temporaire pourrait être émise. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas respiré plus facilement. Mais j'ai senti quelque chose se calmer en moi. Ni soulagement, ni satisfaction, juste un alignement. Cette semaine-là, j'ai également rencontré Marcus, un planificateur successoral avec lequel j'avais travaillé il y a des années lors de la restructuration du portefeuille de retraite de l'un de mes clients plus âgés. Il était fiable, discret et m'a toujours traité comme si je portais encore le titre de l'hôpital, même si je ne l'avais pas. En plus d'une décennie. Je lui ai demandé de préparer des documents qui transféreraient la majeure partie de mes avoirs dans une nouvelle fondation, une fiducie à but non lucratif pour soutenir la reconversion professionnelle et les ressources de bien-être pour les femmes de plus de 60 ans, en particulier les veuves. Surtout ceux qui avaient tout donné à leur famille, pour se retrouver abandonnés une fois qu'ils n'étaient plus là. Plus besoin. Marcus n'a pas sourcillé. Il a posé des questions pertinentes, m'a donné. Il m'a expliqué ce qui était possible et ce qu'il était sage de retarder. J'ai laissé un bureau avec un classeur de brouillons et un calendrier rempli de pas silencieux. Dehors, les rues étaient glissantes. Les piétons circulaient prudemment. Je marchais plus lentement que d'habitude, non pas parce que j'étais fatigué, mais parce que j'en avais les moyens. Maintenant, pour la première fois depuis des années. Je ne me pressais pas de prouver quoi que ce soit. J'ai passé la nuit à parcourir de vieux albums photos, non pas par sentiment, mais par la vérité. Je voulais revoir les moments que j'avais oubliés, les sourires qui étaient réels. Les vacances, où la chaleur n'était pas au rendez-vous. Une photo est restée gravée dans ma mémoire. Bradley a 12 ans. Assis à côté de moi sur la pelouse de l'hôpital. Il mangeait un sandwich que j'avais mis dans une boîte à lunch. Ses cheveux étaient en bataille. Son bras était enroulé autour de lui. Autour de mon épaule. Il n'était pas cruel à l'époque. C'était juste un garçon avec trop. J'avais de l'émotion et je n'avais pas assez d'espace pour la traiter. J'ai gardé cette photo longtemps. Non pas pour justifier, mais pour me rappeler d'où nous venions, afin que je puisse pleinement comprendre où nous en étions. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message vocal. De Juliana. Sa voix était tendue, professionnelle. Elle disait qu'ils avaient reçu. J'ai reçu la lettre de mon avocate et j'ai été surprise par les accusations. Elle espérait que nous pourrions résoudre ce problème. En privé. Pas d'excuses, pas de regrets, juste du contrôle. Elle semblait plus préoccupée par les traces écrites que par les éclats de verre encore enfouis dans la poche de mon manteau. Je n'ai pas répondu. Nadine gérerait tous les contacts à l'avenir. Je n'allais pas discuter. Je n'allais pas donner d'explications. Au lieu de cela, je me suis préparée. J'ai fait des copies de tous les documents et je les ai conservés dans 3 emplacements distincts.
J'ai programmé un deuxième rendez-vous avec Marcus pour finaliser le transfert de la première partie du fond. J'ai acheté une nouvelle veste, en laine grise, épaisse, conçue pour les jours froids et longue promenade. L'ancien, celui avec la tache de sang sur la manche, je l'ai plié et placé dans un sac scellé, pour ne pas oublier, mais pour préserver la ligne entre avant et après. Ensuite, je suis allé me promener. Le vent était fort, mais je n'ai pas. Je tressaillis. Mon corps s'était habitué à l'inconfort. Mais mon esprit, plus clair que jamais. Il pensait que me pousser à travers une vitre me briserait. Quoi? Il ne se rendait pas compte que certains verres se brisent proprement. Mais la femme qui se tient de l'autre côté peut en sortir plus nette, non? Amer, juste précis. Et maintenant, j'avais de la précision, de la paperasse, de la patience et la loi. L'appartement devint plus calme à mesure que la semaine avançait. La neige s'accumulait contre rebord de la fenêtre et j'ai digéré le bruit extérieur. Chaque matin, je me réveillais avec le rythme. D'abord le thé, puis les documents, puis la marche. C'était devenu une sorte de silence rituel. Celui qui m'a aidé à rester alerte sans sombrer dans la tristesse. Le 5e matin, j'ai roulé vers l'ouest, dans les montagnes. Je n'ai rien dit à personne, pas même Nadine. Je suis parti tôt, juste après le lever du soleil, avec un petit sac de voyage et mon nouveau manteau. J'avais fait une réservation sous un autre nom, une habitude que j'avais prise au cours de mes années à la tête d'un hôpital prestigieux. Personnel exigeant de la discrétion. Certaines choses ne vous quittent jamais. La route serpentait à travers de grands pins et des lacs gelés. Le ciel était bas, grillé, stable. Quand je suis arrivé à Aspen, il était presque midi. La neige y était plus épaisse. Frais, intact. L'air était plus pur que tout ce que j'avais respiré depuis des semaines. J'ai pris une petite cabane près des sources. Rien d'extravagant, mais propre. Une cheminée, une vue sur la piste, une cuisine équipée que je n'utiliserai pas. Je n'étais pas là pour le plaisir. J'étais là pour respirer en silence, pour me souvenir de qui j'étais avant. Le bruit a commencé. Ce soir-là, je me suis baignée dans la piscine extérieure. L'eau était chaude, presque trop chaude. Chaud contre l'air froid. Et je suis restée sous la surface plus longtemps que d'habitude. Non pas pour oublier, mais pour me vider, pour faire de la place. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt et je me suis assis sur la terrasse en bois, enveloppée dans une couverture. J'ai siroté du café et j'ai pensé à la version de moi-même qui cherchait des excuses pour la façon dont Bradley me traitait. La femme qui disait « Peut-être qu'il est juste stressé. Peut-être qu'il protège Juliana. Peut-être que je... » Mal compris. J'avais arrêté de chercher des excuses le jour où mon dos a heurté du verre. Maintenant, j'ai regardé en arrière avec des yeux plus perçants, et j'ai commencé à faire de nouveaux contours, pas pour date d'audience ou document, mais comment je vivrais si je n'avais plus besoin de m'expliquer à qui que ce soit. Ce même jour, je suis allé en ville et je me suis arrêté dans une librairie tranquille que je fréquentais il y a des années. La propriétaire, une femme, Ruth, se souvenait encore de moi. On ne parlait pas beaucoup. J'en ai choisi quelques-unes. Des livres, principalement sur des femmes discrètes qui ont changé de vie tard dans leur vie, et je suis partie sans annoncer qui j'étais ni pourquoi j'étais là. Je n'avais pas besoin d'être la femme avec le dossier. Pas aujourd'hui. Le 3e jour, j'avais l'impression que la cabine m'appartenait, non pas parce qu'elle m'appartenait, mais parce que je m'y étais rendu par choix. Il y a quelque chose de puissant dans récupérer l'espace, même temporaire. C'est la différence entre l'évasion et retour. J'ai écrit des lettres ce soir-là, ni à Bradley, ni à Juliana. Des lettres à moi-même. À la version de moi à 40 ans qui passait ses anniversaires seule parce que la famille. J'ai oublié. À la version de 50 ans qui les a aidés à acheter leur première maison, mais qui n'était pas invitée à leur pendaison de crémaillère.
à la version de 60 ans qui avait discrètement réglé sa dette de carte de crédit lorsqu'il. Je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. J'ai écrit à chacune d'elles pour leur dire qu'elles faisaient ce qu'elles pouvaient avec leurs connaissances. Ils l'avaient fait. Je leur ai pardonné et je les ai remerciés, car sans eux, je ne serais pas ici, assez fort pour partir, assez intelligent pour planifier à l'avance, assez silencieux pour. Laissons la vérité faire son œuvre. Cette nuit-là, la neige devint violente. Le vent hurla contre les fenêtres, faisant vibrer le verre, me rappelant à quel point les murs peuvent être fragiles. Mais la cheminée restait allumée et le toit tenait bon. Je ne me sentais pas en danger. Je me sentais réveillée. Le lendemain matin, je suis partie tôt. Le chemin du retour était. C'était glissant et raide, mais je ne me suis pas précipitée. À chaque virage, je pensais à ce qui allait arriver. Ensuite, je savais que Nadine préparerait le prochain dossier. Je savais que Juliana. J'essaierais probablement de répondre avec une forme de charme ou d'indignation. Je savais que Bradley ferait ce qu'il avait toujours fait. Terminé. Devient silencieux, puis passif, puis plein de ressentiment. Mais je ne retournerai pas dans cette maison. Je ne retournerai pas non plus à cette ancienne version de moi-même. Au lieu de cela, je me suis rendu directement au bâtiment où se trouvait ma fondation nouvellement enregistrée. Les formalités administratives étaient finalisées. 2 jours avant. Je n'en avais parlé à personne, pas même à Marcus. C'était mon départ privé. Je me suis approché de la réceptionniste, lui ai remis ma carte d'identité et j'ai souri lorsqu'elle a levé les yeux et prononcé le nom de la fondation. Je lui ai demandé de le répéter juste pour pouvoir l'entendre à voix haute. Le Montreux. Initiative, un lieu pour les femmes de plus de 60 ans pour se reconstruire, tranquillement, puissamment, sur ses propres conditions. Elle m'a tendu le paquet de bienvenue. Je l'ai remerciée et suis entrée dans la petite. Je suis entrée dans le bureau qui m'avait été réservé, et je me suis assis sur la chaise derrière le bureau. Sans cérémonie, sans applaudissements. Mais à l'intérieur, j'ai senti quelque chose changer, quelque chose de réel. Bradley m'a dit un jour que j'étais trop sensible et que je devais arrêter de prendre les choses si personnellement. Maintenant, je prenais les choses personnellement, volontairement, pas par douleur, mais par souci de clarté. Parce que parfois, après, la neige s'installe, et vous réalisez que le chemin n'était pas perdu. Il était juste recouvert pendant un certain temps. Et maintenant, je marchais seule. La première fois que j'ai revu Juliana. Ce n'était pas dans une salle d'audience ou par téléphone. C'était lors d'une exposition immobilière. Je ne l'avais pas prévu ainsi, mais la vie a un rythme étrange dès qu'on cesse d'essayer de contrôler son rythme. L'entreprise pour laquelle elle travaillait. J'organisais une visite de maisons récemment rénovées en périphérie de Denver. L'une d'elles, une maison minimaliste. Un ranch de 5 chambres avec poutres apparentes et intérieur scandinave, avait été financé par un groupe d'investissement privé. Ce que Juliana ignorait, c'est que le groupe venait de passer sous une nouvelle direction. Tranquillement, discrètement. Ce manager, c'était moi. J'étais arrivé 10 minutes en avance, avec des lunettes de soleil foncé. Et un long manteau. Je n'avais pas besoin de me cacher, mais je ne voulais pas non plus être au centre de l'attention. D'attention. J'ai parcouru la maison comme n'importe quel autre invité, écoutant la voix polie de Juliana tandis. Elle m'a expliqué le carrelage importé, le chauffage au sol, les panneaux solaires. Elle avait la même apparence. Parfaite. Cheveux, voix ferme, ce ton trop gracieux qu'elle utilisait toujours quand elle était. Elle vendait quelque chose. Je l'ai vu faire signe à un couple, tout de plus jeune qu'elle, de lui signaler la cuisine rénovée. Elle a souri. D'une manière qui n'atteignait pas ses yeux. Lorsqu'elle se retourna et m'aperçut. J'ai vu son expression vaciller, juste une seconde. Puis elle s'est calmée. Elle n'était pas sûre de vouloir me saluer. Je ne lui en ai pas laissé l'occasion. Au lieu de cela, je suis entrée dans la chambre principale et j'ai caressé le rebord de la fenêtre.
L'air sentait le cèdre et l'huile essentielle de citron. Tout était mis en scène. Rien ne semblait vécu, tout comme leur mariage. Chloé, son assistante, me suivait. Elle était jeune, vive d'esprit. Je l'avais vue une fois à une réunion de famille il y a des années, alors qu'elle était encore nouvelle dans l'équipe de Juliana. Maintenant, elle portait un tailleur et tenait un presse-papier. Elle s'éclaircit la gorge derrière moi et dit d'un ton plus arrogant qu'eux. Il était nécessaire que ce soit une visite privée. Je me suis retournée lentement et je l'ai regardé dans les yeux. Je n'ai pas eu besoin d'élever la voix. Je lui ai simplement tendu une carte de visite avec le nom de la société d'investissement. Mon nom figurait dans la liste des partenaires stratégiques. Ses yeux le parcoururent, puis s'écarquillèrent. Elle balbutia quelque chose à propos de vérifier auprès d'eux. Juliana. Je lui ai dit de prendre son temps. Je serai dans la véranda. Dans 10 minutes. Plus tard, Juliana est entrée. Elle ne m'a pas saluée. Elle ne m'a pas demandé pourquoi j'étais là. J'ai regardé la carte dans la main de Chloé, puis je me suis retournée. J'ai vu la panique sous-jacente. Son calme. Je lui ai demandé si elle avait consulté le dernier registre des parrainages. Elle n'a pas répondu. Je connaissais déjà la réponse. L'entreprise pour laquelle elle travaillait avait. J'ai contracté un prêt auprès d'un groupe de bailleurs de fonds silencieux pour cette rénovation. Alors que j'avais supposé gestion du fonds, je suis devenu un partenaire silencieux, non pas pour le pouvoir, pour positionnement. Juliana se tenait raide, ses yeux calculateurs. J'entendais presque les rouages tourner dans sa tête. Elle savait que ce n'était pas un hasard. Elle savait que ce n'était pas une coïncidence. Je lui ai simplement dit que tout avait une trace écrite, que tout était laissé derrière soi. Finalement ramené à la maison. Et puis je suis partie. Je n'ai pas attendu de réponse. Elle n'avait pas besoin d'une confrontation. Ce n'était pas le but. Le but était de lui rappeler qu'elle avait sous-estimé la mauvaise femme. Ce soir-là, j'étais assis seul dans un petit café juste à l'extérieur d'eux. Ville, sirotant du thé noir tandis que le ciel prenait une teinte pourpre intense. Une jeune serveuse. Il m'a demandé si j'avais besoin d'autre chose. J'ai souri et j'ai dit « Non, merci ». Pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas senti invisible. Plus tard dans la soirée, j'ai consulté mes emails. Nadine avait transmis une nouvelle correspondance du tribunal. L'enquête était officiellement passée de l'examen préliminaire à l'examen. À la motion active. Il y aurait des entretiens, des dépositions et, si nécessaire, les audiences. Elle avait également inclus une liste d'éléments de preuve désormais scellés pour l'affaire. Il s'agissait des images de la nuit de l'incident, une déclaration sous serment de 2 voisins qui avaient entendu la dispute, et l'historique financier des tentatives de Bradley pour regrouper mes factures de services publics sous son nom. Les progrès furent lents, mais solides. La même semaine, j'ai reçu une notification m'informant que les documents de la fiducie, l'initiative Montreux, avaient été validés. La banque a confirmé la première. Transfert avait été réglé. 5 millions de dollars mis de côté pour les coûts opérationnels et des dotations à long terme. J'ai laissé échapper un soupir que je n'avais pas réalisé avoir retenu. J'ai pensé à ce qui Juliana aurait pu le dire à Bradley en rentrant du showroom. Qu'elle ait adouci ses propos ou qu'elle ait laissé libre cours à sa curiosité. En vérité, je ne le saurais jamais. Cette partie ne m'appartenait plus. Quoi? Ce qui comptait, c'est que le sol sous leurs pieds avait commencé à bouger et que je n'étais plus immobile. Je n'ai pas eu de nouvelles directes de Bradley, pas au début, mais le silence lui-même était révélateur. Pour quelqu'un qui avait toujours réussi à s'insérer dans chaque conversation, chaque pièce, chaque choix. Sa retraite soudaine en disait long. Juliana, cependant, ne put s'en empêcher. Moins d'une semaine après la présentation, j'ai reçu un message transféré de Nadine, un email soigneusement rédigé de
L'équipe juridique de Juliana affirme qu'il y a eu des malentendus et des erreurs de jugement émotionnel pendant l'affaire. Conflit familial. Ils ont suggéré une résolution extrajudiciaire. Une résolution qui impliquait des accords mutuels, la confidentialité et, sans surprise, la séance immédiate. Parmi toutes les motions en suspens, ils voulaient un accord. Je n'ai pas répondu. Nadine, si. Sa réponse fut brève. Le processus se poursuivrait. Aucun autre commentaire ne serait. C'est déroulé en dehors des canaux officiels. La chaîne de courriel s'est arrêtée là. Plus tard. Ce même jour, Marcus a appelé. Il n'était pas du genre à paniquer, mais sa voix avait une tension dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Il avait reçu une demande inattendue d'un groupe immobilier tiers demandant une vérification de propriété concernant l'une des parcelles liées à ma fiducie. Apparemment, quelqu'un essayait de me tromper. J'ai demandé à Marcus ce qu'il attendait de moi. Il a marqué une pause, puis m'a dit qu'il nous l'avions déjà traité. Les documents avaient été renforcés il y a plusieurs mois grâce à la restructuration que nous avions effectuée en début d'année. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Pourtant, il voulait me tenir au courant. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon salon, à contempler la neige qui s'accumulait lentement. Je n'étais pas surpris. Je m'y attendais. Riposter, mais c'était autre chose. C'était du désespoir déguisé en stratégie. Ce soir-là, j'ai examiné la liste des propriétés que Bradley m'avait demandé de co-signataires à l'époque où lui et Juliana développaient encore leur entreprise. À l'époque, j'avais poliment décliné. Il y avait quelque chose dans sa façon de formuler sa demande. Comme si c'était mon devoir de mère, ça m'a fait hésiter. Je ne savais pas pourquoi à l'époque. Je savais que c'était mal. Maintenant, j'avais l'impression que mon instinct me protégeait. Calme. Instinct têtu. Le lendemain matin, Nadine envoya une autre mise à jour. La phase préliminaire de découverte touchait à sa fin. Le tribunal avait approuvé l'étape suivante. Une audience préliminaire serait programmée, et avec elle la communication des preuves aux deux parties. Cela signifiait que les images ne seraient plus un simple fichier discret stocké sur un disque privé. Cela deviendrait un problème. J'ai passé l'après-midi à me promener dans l'arboretum local. Même si les sentiers étaient à moitié gelés, et les bancs froids, il y avait quelque chose de réconfortant à avancer alors que tout le reste semblait être immobile. En marchant, je pensais au dernier Noël que j'avais passé à cette maison. Juliana avait commandé un traiteur. Bradley lui avait à peine parlé. Moi. Les petits-enfants étaient collés à leur tablette, indifférents aux cadeaux. J'avais soigneusement cueilli et emballé. Je me suis souvenu avoir placé une boule de verre sur le sapin et y avoir vu mon reflet, déformé par la surface argentée. J'ignorais alors que ce serait la dernière fois que je m'assiérais à cette table. Mais maintenant, j'étais content de ne pas l'avoir su, car j'aurais pu rester trop longtemps par culpabilité. Et la culpabilité n'était pas une raison pour continuer à saigner. Plus tard dans la semaine, le tribunal a émis un avis officiel. L'audience aurait lieu dans 2 semaines. Ce ne serait pas dramatique. Pas de retransmission télévisée. Drame, pas de salle comble, juste un juge, quelques avocats et de la documentation. Ce serait pourtant le début d'une vérité dite à haute voix. Pendant ce temps, j'ai continué à avancer. J'ai rencontré les premiers conseillers de la Fondation, des femmes de différentes régions de l'État. Certains avaient perdu leur conjoint, d'autres leur maison, mais tous avaient un point commun. Ils avaient été négligés. En les écoutant partager leurs idées, j'ai réalisé quelque chose. Malgré tout le silence que j'avais enduré dans cette maison, toutes les fois où ma voix a été adoucie ou ignorée, je ne l'ai jamais vraiment perdue. Je parlais simplement aux mauvaises personnes. Après la réunion, l'une des femmes, elle s'est approchée de moi. Elle s'appelait Janice. Elle avait les yeux doux, mais sa voix était poids.
Elle m'a dit qu'elle avait vu la façon dont j'écoutais, pas seulement pour répondre, mais pour garder l'espace, faire place à la vérité de l'autre. C'était la chose la plus gentille qu'on m'ait dite depuis longtemps. Cette nuit-là, j'ai ressorti le dossier, celui que j'avais gardé depuis le début, celui qui contenait mon dossier médical. Fichier, dossier financier, copie de la fiducie et disque dur externe. Contenant la vidéo. Je l'ai placé dans un nouveau coffre-fort ignifuge que j'avais installé dans mon appartement la semaine précédente, car il ne s'agissait plus seulement d'une protection. C'était préparation. La maison que Bradley et Juliana avaient essayé de contrôler n'était plus la leur. La banque avait gelé la ligne de crédit sous examen. L'hypothèque avait été signalée. Tout commençait à trembler sous eux. Et ils n'imaginaient pas à quel point j'étais immobile. Était devenu. Car le calme, j'avais appris, n'est pas une faiblesse. C'est une attente intentionnelle. Et j'en avais assez d'attendre. Tout a commencé par un appel de Nadine, un jeudi matin calme. Son ton avait changé. Ce n'était pas tranchant, mais cela avait un poids que je n'avais jamais entendu auparavant. La maison, mon ancienne maison, faisait officiellement l'objet d'une enquête. Les images avaient été visionnées par le tribunal et une commission spéciale. Division qui s'occupait de la maltraitance des personnes âgées. Ils prenaient la situation au sérieux. Maintenant, dit-elle, il y aurait une visite officielle du site. Des agents seraient envoyés, pas seulement pour recueillir davantage de preuves, mais de marcher sur le terrain, de voir l'endroit où cela s'est produit, d'observer le décor dans son ensemble. Contexte physique réel. Juliana avait été la première à appeler le tribunal ce matin-là, apparemment affolée, apparemment pris au dépourvu. Je n'ai ressenti ni satisfaction, ni même soulagement, juste un silence, comme regarder la première fissure se propager à la surface d'un étang gelé. Je n'ai pas demandé de détails. Nadine a dit qu'elle s'occuperait de tout. Il fallait maintenant rester stable. Aucun contact, aucun mouvement brusque. Le processus fonctionnait comme prévu. Plus tard dans la journée, j'étais assis à ma petite salle à manger. Table, mes doigts posés sur le bord doux de la tasse. La neige dehors a commencé à fondre légèrement, un rare moment de soleil qui brise les semaines de froid. Je l'ai laissé atterrir sur mon visage à travers la fenêtre. Calme, chaud, indifférent. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Bref, non. Salut. Tes voisins parlent. Que nous fais-tu? Il n'y avait pas de nom, mais le numéro était lié au téléphone de Bradley. Il n'avait pas m'a parlé directement depuis des mois, pas depuis la nuit où il m'a poussé, pas depuis que mon sang a trempé dans les lames du plancher. Une maison qu'il ne contrôlait plus. Je n'ai pas répondu. J'ai passé le numéro à Nadine. Elle l'a signalé pour documentation. Ce soir-là, je suis allé me promener dans le ville, non loin du palais de justice. Je suis passé devant l'un des cabinets d'avocats qui avait rejeté ma demande à mon arrivée. Sans avocat, juste un poignet meurtri et un tremblement dans la voix. Je n'avais même pas proposé de consultation, juste un signe de tête poli et le numéro d'une hotline. Je passais sans amertume. J'avais Nadine maintenant. J'avais un dossier de la taille de un roman relié. J'avais une attention particulière. De retour à la maison, j'ai revu la chronologie, non pas parce que j'avais oublié, mais parce que j'avais besoin de me rappeler combien de temps il avait fallu pour que la vérité prenne forme. La chute, le silence. L'hôpital, les questions, les excuses qui ne sont jamais venues, le premier email à Nadine, le transfert des images, le dépôt silencieux, la première lettre, le refus. La vitrine, le moment dans la véranda, l'appel de Marcus, la confiance établie, l'audience programmée, et maintenant la visite du site. Rien de tout cela n'a eu lieu. Du jour au lendemain, mais ensemble, ils avaient construit quelque chose d'indéniable. Le lendemain matin, j'ai appris que les policiers s'étaient rendus à la maison. Ils avaient parlé aux voisins. L'un d'eux
Madame Kendall, qui habitait à 2 portes de là, avait fait une déclaration sous serment. Elle a dit qu'elle m'avait vu partir cette nuit-là avec un manteau déchiré et du sang sur ma manche. Elle avait peur de dire quoi que ce soit avant, peur de perturber le voisinage, peur d'être traînée en quelque chose de moche. Mais les images ont changé la donne. Ce n'était pas une question de. Je n'avais plus d'opinion. C'était un fait. Nadine m'a dit qu'on en parlait de plus en plus en interne. Le tribunal sur l'inculpation formelle de Bradley et Juliana, pas seulement de agression, mais avec mise en danger et dissimulation intentionnelle de preuves. Ils avaient attendu trop longtemps pour prétendre qu'il s'agissait d'un accident. Ils en avaient trop fait pour. Couvrez-le. Ce week-end-là, je suis retournée au bureau de la fondation. Il y avait maintenant un nouveau panneau sur le mur, une plaque en ivoire doux avec le nom en relief. Lettres argentées, l'initiative Montreux. Une jeune femme m'a accueillie à la porte. Elle n'avait que 23 ans et effectuait un stage tout en préparant son diplôme d'infirmière. Elle souriait. Elle m'a proposé de me faire visiter les lieux, sans savoir qui j'étais. Je lui ai dit que je préférais marcher seule. Elle hocha la tête, respectueuse. Je traversai lentement le petit espace. Pièce par pièce, en regardant les étagères de livres, les cartons de fournitures prêts à être distribués aux bibliothèques rurales et aux centres pour personnes âgées, la pile de demandes de subventions. Pour des ateliers de bien-être écrits par des femmes qui ont vécu trop longtemps dans le silence. Je me suis attardée dans la salle de conférence, j'ai passé ma main le long du bord de la table, je me suis assis. Je me suis arrêtée un instant et j'ai regardé par la fenêtre. Une vie peut paraître ordinaire sur le papier, mais les décisions qui la façonnent viennent souvent discrètement, sans prévenir, sans être célébrées. Comme si j'étais assis dans une salle d'audience, non pas en tant qu'accusé, mais en tant que témoin. Entendre le nom de votre fils prononcé à haute voix sur un ton juridique, comme si vous saviez que vous ne l'aviez pas fait. Hausser la voix, mais vous avez dit la vérité. J'ai quitté le bâtiment juste au moment où le soleil se couchait derrière les arbres. Sur le chemin du retour, Nadine appela à nouveau. Le greffier du comté avait reçu un dossier scellé de l'avocat de Juliana, une demande de libération anticipée. Médiation, volontaire, privée, une dernière tentative pour éviter des accusations formelles. Cela ne signifiait qu'une chose. Ils savaient ce qui allait arriver et ils avaient peur. J'ai garé la voiture sur le bord de la route, baissé la vitre et laissé l'air me piquer le visage. Je ne ressentais rien. Victorieux. Je me sentais éveillé, vivant, intact. Le procès n'a pas été bruyant. Pas de flash, pas de salle comble. Juste une petite salle d'audience au 2e étage du bâtiment du comté, ses fenêtres donnant sur une rangée d'arbres gris qui avaient depuis longtemps perdu leurs feuilles. La salle d'audience était froide et sentait légèrement la vieille moquette et la paperasse. Je suis arrivé 10 minutes plus tôt, vêtu d'un pantalon bleu marine, d'un pull foncé et de mon retard. La montre de mon mari. Non pas parce qu'elle me réconfortait, mais parce qu'elle me rappelait des années que j'avais passées à tout maintenir pour les autres. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de souvenirs. Il s'agissait de propriété. Nadine était déjà assise à la table, sa serviette ouverte, ses papiers rangés. Les rangs étaient comme des soldats. Sa présence calme régnait dans l'air. Elle me fit un signe de tête. Sans un mot, puis replongea ses notes dans ses notes. De l'autre côté de l'allée, Bradley était assise, raide, à côté de son avocat. Son costume ne lui allait pas. Peut-être qu'il avait été emprunté. Peut-être qu'il n'était pas. N'appartenait plus à l'homme qu'il essayait d'être. Ses yeux se posèrent sur moi. Puis s'est immédiatement assis à la table. Juliana est entrée 3 minutes plus tard. Elle était tout en noir et sans bijoux, pas même son alliance. Elle ne s'asseyait pas à côté. Bradley. Elle reprit seule la rangée suivante, les bras croisés fermement sur son dos. Poitrine. La juge est arrivée, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris acier et à la voix
Comme du bois sec qui craque. Elle ne regarda personne très longtemps, se contentant de lire. Dossier devant elle, a appelé la salle à l'ordre et a commencé. Cela a commencé avec Le greffier lit les accusations. D'abord délit de maltraitance envers les personnes âgées, puis obstruction au signalement, puis tentative de coercition de propriété par des moyens émotionnels. Manipulation. 3 charges, chacune suivie d'une longue pause tandis qu'elle résonnait dans l'espace. Entre nous. Je n'ai pas regardé Bradley. Je n'en avais pas besoin. Puis les preuves sont arrivées. Présentation. Nadine était précise et concentrée et a présenté les images. Un grand écran avait été installé dans la pièce, face au banc. Pas de son, juste la vidéo. Je ne l'ai regardé qu'une fois, seule dans une chambre de motel. Je l'ai revue, mais sans succès. Je tressaillis. Mes yeux restèrent fixés sur l'écran tout le temps. Le bras de Bradley se tendit par-dessus. Cadre. Mon corps tituba en arrière. Le verre se brisa. Je disparus de ma vue. Silence. Puis la vidéo s'est arrêtée. Il n'y a pas eu de soupir dans la salle d'audience, juste immobilité. Même le juge est resté immobile pendant plusieurs secondes avant d'écrire quelque chose. Et indiquait l'élément suivant. Puis vinrent les déclarations. Nadine s'y tenait. Bref. Elle ne dramatisait pas. Elle ne parlait que de faits. Ma blessure, le retard dans le signalement, les tentatives d'intimidation, la documentation des transferts d'actifs que Bradley avait tentés des semaines avant l'incident. Un schéma. Elle l'a qualifié de subtil, mais clair. L'avocat de Bradley a répondu. Déviation, stress, mauvaise communication. Une dispute familiale sortie de son contexte, un moment de préjudice involontaire. Il a dressé le portrait d'un fils poussé à bout par des malentendus. On a ensuite demandé à Juliana si elle souhaitait faire une déclaration. Son avocat s'est penché. Elle a secoué la tête. Pas un mot. Le silence était la chose la plus forte qu'elle m'ait jamais dite. La juge n'a pas délibéré longtemps. Elle n'a pas rendu de verdict. Phrase complète. Il ne s'agissait que de l'audience de présentation des preuves. Mais elle a statué. Que l'affaire serait soumise à un examen complet, que les preuves justifiaient une action supplémentaire, que les mesures de protection. L'ordonnance que j'avais demandée serait prolongée. Bradley a reçu l'ordre de ne pas me contacter. Toute forme, Juliana également, accès financier gelé, compte partagé sous audit. L'enquête allait s'élargir. Quand le gave est tombé, je n'ai pas expiré. Je me suis levée, j'ai fait un signe de tête à Nadine et je suis sortie de la pièce sans me retourner. Dehors, le vent avait ramassé. Les feuilles raclaient le trottoir comme des murmures secs. Je marchais. Lentement, délibérément. Chaque pas semblait mérité. Au café voisin, j'ai commandé un petit café noir et je me suis assis à la table du coin. Personne ne m'a reconnu. Personne. J'ai ouvert mon carnet et j'ai tracé une ligne sur la date du jour. Puis j'ai tourné la page et j'ai écrit une phrase. Je ne suis pas brisé. À mon retour à la maison ce soir-là, une lettre m'attendait. Pas un courriel. Ce n'était pas un appel téléphonique, mais une lettre manuscrite. Elle venait de Bradley. L'enveloppe était simple. L'écriture était irrégulière, comme si sa main avait tremblé en l'écrivant. Il a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il avait subi des pressions. Il a dit qu'il ne savait pas ce qui lui avait pris. Il a dit qu'il... Je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin. Il m'a demandé de me souvenir du garçon qu'il était. Je l'ai lu une fois, puis une autre. Puis je l'ai plié et rangé dans un tiroir que j'ouvrais rarement. Non pas par amertume, mais parce que le pardon est un processus, pas une performance. Cette nuit-là, je me suis assise près de la fenêtre, les lumières éteintes. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas sourire. Je restais assis dans le silence,
laissant la nuit peser sur moi. La maison. Ils ont tenté de me prendre, et mon nom a été restitué. L'acte a été rectifié, et le testament mis à jour. Ma fondation avait obtenu son statut d'organisme à but non lucratif. Nous avions notre premier conseil d'administration officiel. Réunion prévue dans 2 semaines. J'aimerais aider à changer des vies, pas par hasard. Vengeance, mais parce que je le pouvais. Et c'était ça, le pouvoir. Pas celui qui crie, le genre qui construit. J'étais assis au bord du lit d'appoint dans mon nouvel appartement, la lettre toujours rangée. Dans le tiroir de l'autre côté de la pièce. Je n'y avais plus touché depuis cette nuit-là. Mais j'y avais pensé. Pas les mots qu'il a écrits, mais les choses qu'il n'a pas dites, les choses qu'il ne semblait pas dire. Comprendre. Pendant toutes ces années, j'ai gardé le silence. J'ai laissé. Je me recroqueville dans un coin. Je les laisse parler, me corriger, me rejeter. Avec de doux sourires et un silence condescendant. Non pas que je ne sache pas, mais parce que je pensais que l'amour signifiait choisir la paix plutôt que l'orgueil. Ce jour-là, au tribunal, où il n'a pas pu me regarder. L'œil, j'ai finalement compris. J'avais trop donné. J'avais élevé un fil sûr. La peur. Pas celle qui crie, mais celle qui murmure doucement. Ne pousse pas. C'est trop dur. N'en attends pas trop. Ne déçois pas. Et maintenant, je voyais cet enfant. Se reflétait dans l'homme. Un homme qui avait appris que la culpabilité pouvait être balayée. Que les excuses étaient suffisantes. Que le pardon était automatique. Je me suis levée et je me suis dirigée vers la fenêtre. La neige tombait à nouveau. La ville ne. J'ai vraiment arrêté de bouger, mais il y avait un calme dans son rythme. J'ai respiré. Lentement. Pour une fois, la sensation d'oppression dans ma poitrine avait disparu. Le lendemain matin, j'ai assisté à une tournée communautaire organisée par la Fondation. Nous nous sommes réunis dans une salle louée d'une bibliothèque locale, près de Denver. Des dizaines de femmes sont venues, certaines seules, d'autres avec des filles, certaines avec des cahiers remplis de rêves qu'elles avaient repoussés depuis des décennies. Je les ai regardées parler, nerveux au début, puis plus forts à mesure que leurs voix se rencontraient. Hochant la tête et regardant avec compréhension. Il y avait quelque chose de sacré dans cette façon. Ils s'écoutaient. Sans jugement, juste la douleur et le calme partagé. Reconnaissance. Pendant une pause, une femme nommée Félicia s'est assise à côté de moi. Récemment divorcée. Son fils avait déménagé et l'appelait à peine. Ses yeux étaient gentils mais usés. Elle m'a dit qu'avant, elle pensait que devenir invisible faisait partie du vieillissement, que c'était normal. Maintenant, je n'en étais pas si sûre. Je lui ai dit que j'avais moi aussi pris le silence pour de la force. Que je pensais que ne rien demander était une vertu. Elle rit doucement et dit « Alors peut-être. Il est temps de réécrire à quoi ressemble la force. » Plus tard dans la soirée, alors que je marchais, en revenant à ma voiture, je suis passé devant une petite librairie au coin de la rue. Il y avait une enseigne. Fenêtre. Des auteurs locaux lisent samedi prochain. J'ai souri intérieurement, puis j'ai continué. Je marchais. Il ne s'agissait pas d'être vu. Il s'agissait de me voir enfin clairement. À la maison, j'ai préparé du thé et ouvert un carnet vierge. Je n'avais pas prévu de tenir un journal. Je voulais juste toucher le papier. Encore une fois. Ça m'a rappelé quand j'écrivais des mots pour les déjeuners scolaires de Bradley. Des petits encouragements. J'ai compris. Je crois en toi. Tu es plus fort que tu ne le penses. Et maintenant, j'étais écrivant ces mêmes mots pour moi-même. Le lendemain matin, Marcus m'a appelé. Les derniers audits étaient revenus. Toutes les tentatives de Bradley et Juliana pour toucher à mes actifs avaient échoué. Demandes frauduleuses, enquêtes déguisées, paperasse manipulatrice. Déposés quelques jours avant l'incident, tous documentés, tous bloqués, tous traçables. La voix de Marcus exprimait une fierté discrète.
Il m'a aussi dit quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Un étudiant en droit travaillant sous sa direction avait proposé de poursuivre l'affaire, non pas pour une sanction plus lourde, mais pour créer un précédent. Les images, le schéma documenté, le silence que j'ai enduré, tout cela a dressé un tableau. Elle a voulu écrire sur ce sujet et sensibiliser le public. J'ai donné mon consentement, non pas parce que je voulais que mon histoire soit racontée, mais parce que je voulais que d'autres personnes comme moi sachent qu'elle n'était pas seule. Cette même semaine, le nom de Juliana a été. Elle a été dépossédée de 2 propriétés qu'elle avait tenté d'exploiter. La banque avait annulé le transfert. Elle n'avait aucun recours légal. Quant à Bradley, ses comptes restèrent gelés. Le juge avait ordonné une révision. Audience pour obtenir une restitution financière. Et pourtant, je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas. J'en avais besoin. Ce que je ressentais, c'était une douce clairière, un chemin tranquille s'ouvrant devant moi, libéré de la confusion et de la peur. Ce week-end-là, je suis retourné à Aspen. J'ai parcouru les sentiers que j'avais découverts des mois auparavant, en fuyant le chaos, sans savoir ce qui m'attendait. Cette fois, je les ai parcourus non pas comme quelqu'un qui s'échappe, mais comme quelqu'un qui revient. Sur le dernier tronçon, alors que le soleil commençait à se coucher. Le niveau de la mer était bas, je m'arrêtai près de la crête qui surplombait la vallée. Je fermai les yeux. J'ai pensé à cette nuit, au vert, au silence, à la douleur dans ma poitrine alors que j'ai attendu des excuses qui ne sont jamais venues. Et j'ai murmuré doucement, non pas à lui, mais à moi-même. Tu ne méritais pas ça. Pas cette poussée. Pas la négligence. Pas les années passées à être discutées, ignorées, dépendant. Seulement quand c'est pratique. Ne pas supposer que vous serez toujours là, que vous direz toujours oui, que vous resterez toujours petit. Tu ne méritais rien de tout ça. Et tu as survécu quand même. Cette nuit-là. J'ai dormi une fois sans me réveiller. Mon premier sommeil complet depuis des années. Aucun souvenir. Me poursuivant dans l'obscurité. Aucun murmure de ce que j'aurais pu faire différemment. Juste du repos. Juste du souffle. Juste de la paix. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de retrouver la voix que j'avais enfouie sous des années de silence. Et maintenant que je l'avais, je n'allais pas le laisser partir. Je suis entré au bureau ce lundi matin-là, juste au moment où les premières neiges commençaient à tomber. Chute à nouveau. L'initiative de Montreux avait pris de l'ampleur depuis la dernière réunion du conseil d'administration. Les murs n'étaient plus nus. Ils abritaient des photos encadrées des femmes que nous avions aidées. Visages souriants, remise de diplômes. Certificats, licences commerciales, lettres de filles qui ont vu leur mère reconstruire. Dans la salle principale, j'ai vu la nouvelle coordinatrice préparer un atelier. Elle a levé les yeux, a hoché la tête, puis est partie. Je suis retourné à l'organisation. Ce petit moment m'a semblé être quelque chose que je n'aurais jamais cru revivre. Je n'étais pas sur la pointe des pieds. On ne me manipulait pas. J'étais juste une personne comme les autres. Je suis passé devant elle et suis entré dans la salle de conférence silencieuse que nous appelions désormais la chambre des fondateurs. J'ouvris le tiroir latéral et en sortis le paquet scellé que j'avais. Je le gardais depuis des mois. À l'intérieur se trouvaient les derniers documents financiers. Le transfert intégral de les actifs restants ont été versés au fonds fiduciaire. 21 millions de dollars. Cela ne semblait toujours pas réel. Et pourtant, c'était signé, scellé, légalement intouchable. Pas seulement pour la protection fiscale, pas seulement pour l'image, mais parce que je voulais de l'argent pour me survivre d'une manière qui ne soit ni sanglante ni coupable. Je me suis assis à la longue table et lu le relevé final. Tout avait été traité. Les avocats avaient doublé chaque numéro. Il ne restait plus rien avec mon nom, à l'exception d'une ligne. Usage désigné. Autonomisation des femmes âgées en transition.
J'ai pris un stylo et j'ai signé la dernière page lentement, soigneusement, comme si j'étais. Je fais mes adieux à une version de moi-même qui avait peur de sa propre valeur. Ce soir-là, je me suis rendu une dernière fois à la vieille maison. Les nouveaux propriétaires étaient couple de retraités de l'Oregon. Ils n'avaient jamais entendu parler de Bradley ou de Juliana. On leur a dit que la maison était bloquée par une procédure d'homologation et qu'il aurait fallu plus de temps que prévu pour la vendre. Ils n'avaient pas. Ils demandaient bien plus que ça. Ils voulaient juste une maison tranquille près des sentiers. Je me suis levé. De l'autre côté de la rue, les moteurs tournaient encore. La lumière du porche était allumée. Des carillons se balançaient doucement sous les. Avant toi. Je pouvais à peine voir la fissure dans la nouvelle porte vitrée. Il l'avait remplacée, mais le cadre présentait encore une légère fissure. Marque où l'original s'était brisé. Je n'avais pas besoin de m'approcher. Je n'avais pas désir de le récupérer. Je l'avais déjà fait d'une autre manière. En me tournant vers. Je pars, mon téléphone vibre. Un message de Nadine. Le jugement dernier est tombé. Libéré. Bradley serait placé sous une ordonnance restrictive d'accès financier pendant 5 ans. Il serait tenu de suivre une thérapie pour comportement abusif envers des adultes vulnérables. Juliana avait accepté un arrangement à l'amiable, renonçant à ses prétentions sur la propriété partagée et retirant son appel en cours. Il n'y aurait pas de procès. Et c'était fini comme ça. Pas à grand bruit, pas avec des gros titres, mais avec des signatures. Et le silence. Je suis retourné à mon appartement et je suis resté assis un moment dans la voiture, laissant le poids de tout cela appuyé doucement contre ma poitrine. Il n'y avait eu aucune scène, aucun cri. Pas de confrontation dans les couloirs ni d'appels téléphoniques amers. Juste des conséquences tranquilles, une espèce qui pousse lentement et atterrit là où elle est censée aller. Je suis entré et j'ai ouvert la fenêtre. La neige tombait toujours, mais elle était maintenant molle, comme de la cendre après un incendie. Dehors. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai rarement pensé à Bradley, non pas par dépit, mais parce que la version de lui que j'avais portée pendant des années ne vivait plus dans mon esprit comme avant. Le père de mon petit-fils, le garçon que j'ai tenu un jour pendant la grippe, l'homme qui a oublié que j'étais humain. Il porterait ses propres conséquences et je porterais autre chose. Paix, clarté, détermination. Lors d'une de nos réunions d'équipe, une stagiaire m'a demandé comment nous décidons qui reçoit du soutien. Je lui ai expliqué que nous recherchons des femmes qui nous rappellent qui nous étions. Non pas pour les sauver, mais parce que nous voulons nous tenir debout, à leur côté pendant qu'ils apprennent à se sauver. Elle sourit et hocha la tête, et je sus qu'elle compris. Ce soir-là, je me suis assis à nouveau près de la fenêtre, un stylo à la main. Non pas pour écrire une lettre, juste pour marquer ce jour, j'ai écrit une ligne. La justice ne fait pas toujours entendre sa voix, mais quand elle l'est, c'est vrai, ça n'a pas besoin d'être vrai. Et je l'ai souligné lentement. Une fois.